Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'éducation au Mali, c'est le thème du grand dialogue de ce mardi 15 décembre 2015. Pourquoi l'éducation? D'abord parce que Bamako abritera très bientôt la rentrée solennelle des universités et des grandes écoles. Ensuite, parce que le monde de l'éducation n'est pas tout à fait tranquille. Ces jours-ci, le syndicat national de l'enseignement supérieur est en grève depuis ce matin. Hier, nos syndicats, celui de l'éducation de base, a levé son mot d'ordre de grève à la toute dernière minute. Comme on le voit, l'école malienne connaît toujours des problèmes. C'est de ces problèmes que nous allons justement parler avec nos invités qui sont Alassane Kader Diarra. Il est donc du SYNEP, le syndicat de l'éducation de base. Nous avons en ligne Abdoul Malé, il est du SYNESUP, le syndicat de l'éducation supérieure. Et dans ce studio, Madame Koumba Iyaresi, elle est professionnelle de l'éducation. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. L'école malienne reste confrontée à beaucoup de difficultés de nature diverse depuis des décennies. Les défis à relever, il y en a donc assez. Avant d'évoquer ces défis, cette première question, comment se porte l'enseignement au Mali aujourd'hui? D'une façon générale, je pose la question en premier lieu à Koumba Iyaresi, qui est professionnel de l'éducation. Comment se porte l'école? L'école se porte comme se porte le Mali. C'est-à-dire, madame? Ça veut dire que l'école connaît beaucoup de problèmes. Il y a des sursauts. Et il y a eu beaucoup de choses, de faits, mais la situation est toujours intenable. Et peut-être qu'au cours du débat, on va essayer de voir pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'on a tout essayé, pratiquement. Alors, la solution reste donc à chercher. Alassane Kader Diarra, qui est donc dans ce studio, il est du SYNEP, du syndicat national de l'éducation de base. Monsieur Diarra, votre appréciation de la situation scolaire au Mali? La situation scolaire au Mali aujourd'hui, elle commence à être intenable. Comme Tante Iyaresi vient de le dire, aujourd'hui, l'école malienne se porte comme se porte le Mali. Et pourquoi cela? C'est ce que nous allons essayer de développer au cours du débat. Mali, comment il se porte, le Mali est un pays qui sort d'une grave crise, mais même avant cette crise, l'école malienne ne se porte pas. Oui, c'est une spirale qui a commencé depuis la révolution de 90. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et pourquoi? Les causes. Au cours du débat, nous allons essayer de nous étaler là-dessus et éventuellement proposer des solutions. Abdoul Malé, vous êtes en ligne, vous êtes du SYNESUP à présent. C'est à vous qu'on va demander comment voyez-vous l'école malienne aujourd'hui, son état? Merci. Vous remercie très sincèrement. Je crois que tout peut bien marcher si le gouvernement, surtout vis-à-vis des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, si le gouvernement respecte cet engagement. Voilà, donc, cela dit, notre syndicat, le Sénégal national de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, a lancé une grève perlée qui a commencé aujourd'hui par les 2 jours aujourd'hui et demain. Et c'est une grève qui va durer combien de temps? Grève perlée, ça veut dire en séquence. La première séquence, c'est aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire mardi 15, mercredi 16 décembre. La semaine prochaine, le 22, 23 et 24 décembre. Et à partir du 24 décembre, la grève illimitée commence à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Alors, cela est compris. Nous allons retourner dans ce studio. Il faut rappeler que la ligne n'est pas pour l'instant quand même si bonne, mais au fur et à mesure, je crois que les choses s'arrangeront mieux. Alors, vous le disiez, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y a eu beaucoup de rencontres quand même autour de l'école. Il y a eu des forats, il y a eu des états généraux. Ces rencontres ont-elles permis de diagnostiquer les maux qui ruinent donc l'école, qui rongent l'école malienne, madame? Oui, notamment le forum sur l'éducation
qui s'est tenue en 2008, fin octobre, début novembre, qui a réuni plus de 600 participants. Et même les Maliens de l'extérieur y ont pris part. Et ça a été un diagnostic sans complaisance. Mais alors sans complaisance, et il en est sorti des recommandations qui ont été adressées à tous les acteurs et à tous les partenaires de l'école. Ça, on peut lui dire. Alassane Kader Diarabou, qui est donc du SINEB, le syndicat national de l'éducation de base, madame parlait d'un forum, un forum qui en principe quand même perçu comme un événement important. Mais ce genre d'événement, il y en a eu assez. Est-ce que c'est des rencontres qui ont apporté quelque chose, qui ont apporté une solution? Au prime abord, c'est des rencontres qui devraient normalement trouver la solution à beaucoup de problèmes. Mais les recommandations, comme au Mali, c'est pratiquement partout, elles sont restées comme ça. C'est des recommandations qui n'ont jamais été mises en pratique. Donc, d'où les grèves, d'où les mouvements des syndicats. Parce que si ces recommandations-là avaient été, au fait, mises en pratique, beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme problème n'allaient pas se poser. Donc, il va falloir qu'on regarde un peu en arrière par rapport à ceci. Alors, nous retrouverons dans un instant Abdoul Malé, le temps de revoir un peu côté ligne, comment l'améliorer. En attendant, nous allons donc nous adresser à Madame Koumba Yaressi, qui est professionnelle de l'éducation. Madame, vous l'avez dit, des rencontres qui permettent quand même de diagnostiquer, mais lorsqu'on diagnostique, c'est déjà un grand pas. Il faut le remède. Pourquoi on ne le trouve pas? Moi, je m'inscris en faux. Ce forum a accouché de quelque chose. On a parlé, évidemment, tout n'a pas pu être mis en œuvre compte tenu du bouillonnement qu'il y avait à l'époque, matin, midi et soir. Les élèves. Je ne pointe pas du doigt les syndicats, mais tout le monde y allait. Il y a par exemple, tout le monde sait que l'université avait été gangrénée par les bacheliers qui avaient le baccalauréat SH. Il y a eu des réformes. Des réformes au lycée. Et évidemment, les résultats sont ce qu'ils sont. On ne peut pas imputer ça aux réformes. De deux, les médersa, il faut qu'on en parle. Ils ont été impliqués, les tenants de médersa ont été impliqués, et à cette époque-là, on a pu quand même, pour ceux qui faisaient de l'école franco-arabe, on a pu intégrer ceux qui ont pu avoir le DEF et ceux qui ont pu avoir le bac pouvaient aller à l'université. Ça, c'est une avancée parce que avant, les médersa étaient laissés pour compte, même s'il y avait une section arabe au ministère de l'Éducation. Ensuite, en ce qui concerne les syndicats, moi, je ne suis pas là au nom de l'éducation. Ça, il faut que ce soit déjà clair. Mais j'ai été témoin de certaines choses et je dois à la vérité de dire que la situation des enseignants a été revue. Il y a eu beaucoup d'avancées. Certes, c'est toujours insuffisant parce que les salaires au Mali, on sait ce que ça vaut. Nous sommes dans une société de consommation et tout le monde a le droit d'aspirer au bien-être. Donc, il y a eu des indemnités de logement, il y a eu des augmentations de salaire. Je ne dis pas que c'est beaucoup, mais il y a eu quand même quelques avancées. Évidemment, le temps, si on a le temps, on va continuer. On en parlera, voilà. Madame. Alors, nous retrouvons à présent Abdoul Malé, qui est donc du SINESUP, le syndicat national de l'éducation supérieure. Monsieur Malé, on le disait ici, dans ce studio, il y a eu beaucoup de rencontres quand même consacrées à l'école malienne, au problème de l'école malienne. Selon vous, qu'est-ce que ces rencontres ont concrètement apporté? Merci, monsieur. Effectivement, la dernière rencontre a eu lieu en 2008.
appelé Forum national sur l'éducation. Nous avons tous pris part à cela, tous les fils et filles de ce pays, et même la diaspora. Et un rapport a été fourni, a été produit. Ce que nous disons, il y a eu un problème de suivi des recommandations du Forum national sur l'éducation. À notre niveau, à l'enseignement supérieur, c'est notre syndicat qui pousse le gouvernement au respect de certains points. L'exemple est le premier point de notre évaluation en cours, c'est-à-dire c'est dans le cadre de l'alignement des salaires sur la sous-région, recommandé par le Forum. Quand vous prenez le rapport, la page 110, vous verrez que l'alignement des salaires sur la sous-région est une recommandation forte du Forum en 2008. Et c'est dans ce cadre. Monsieur Mallet, c'est des recommandations reconnues par les autorités qui n'ont donc pas été appliquées. C'est ce que vous voulez nous dire? Appliquées. Donc, pour la plupart des cas, nos grèves tournent autour des recommandations du Forum sur l'éducation nationale. Nous avons estimé que c'est quand même un référendum sur l'enseignement supérieur. Mais l'État a classé ces rapports dans les tiroirs. C'est seuls les syndicats qui poussent. Le gouvernement a bougé un peu là-dessus. Voilà, donc notre premier point, c'est un cas palpable. Il s'agit dans le cadre de l'alignement des salaires. Nous avons demandé la grille 3000. Et on a signé un protocole d'accord en 2014, le 27 janvier 2014 avec le gouvernement, qui a recommandé de faire une tournée dans la sous-région pour faire la prospection des salaires, des conditions de vie et de travail. Ainsi, le rapport est déposé. C'est la comparaison des grilles qui nous a poussé à demander la grille 3000. Au Burkina Faso, nous avons trouvé la grille 3380 plafond. Au Niger, la grille plafond 2750. Au Sénégal, la grille 4064. Et seulement au Mali, seulement la grille 1210. C'est là quand même scandaleux. Nous sommes dans notre bon droit de demander la grille 3000. Nous le demandons. Ce que nous décrions, c'est que le ministre de l'enseignement supérieur, Moutarakal, est en train de fustiger le syndicat sous les antennes pour dire que le syndicat veut la grille 3000 et que ça n'existe pas au Mali. Et si on ne demande pas, comment ça va exister? Donc, cette revendication se place dans le cadre de l'avènement du système LMD dans l'espace de l'UEMOA. Voilà, donc les directives de l'UEMOA 2006 font obligation à l'État malien d'aller à ça. Les autres pays l'ont fait, qu'aucun le Mali ne peut pas faire. Mais le Mali ne s'est-il pas engagé dans ce sens? Économique de la sous-région, donc le Mali doit le faire. Nous n'avons rien inventé, c'est une recommandation du Forum sur l'éducation nationale. Et nous devons dire que le ministre doit savoir raison garder. Parce qu'il n'est pas qu'un seul point pour dire, voilà la population malienne, le social veut ça, le social veut ça. Dans notre plateforme revendicative en cours, il y a 13 points de revendication. Et les autres points de revendication. Honnêtement, il faut qu'on soit honnête entre nous dans la gestion des problèmes de l'école. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministre Moutarakal. Il a rompu le dialogue avec le CGE. Et c'est ce qui fait que les torchons brûlent aujourd'hui. Et nous allons en grève illimitée s'il ne fait rien. En ce moment, nous demandons, parce que Moutarakal a atteint toutes ses limites, nous demandons au président de la République, au Premier ministre, de prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de cette grève. Parce que nous sommes dans le concept des nations. L'UEMOA a demandé ça et nous le demandons. Merci. Nous allons donc observer une courte pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'éducation au Mali, les défis à relever, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi 15 décembre 2015. Pour en parler, nous avons trois invités. Abdoul Mallet, qui est du Cinesup, il était tout de suite au téléphone. Nous avons dans ce studio Alassane Kader Diarra, lui, il est du syndicat national de l'éducation des bases SINEB. Nous avons Madame Koumba Yaressi, elle est professionnelle de l'éducation. Alors, nous allons à présent nous tourner du côté d'Alassane Kader Diarra du SINEB. Monsieur Diarra, on peut quand même dire que les autorités accordent
assez d'importance à l'école, dans la mesure où le budget, quand même, de l'enseignement aujourd'hui a beaucoup évolué. On parle de centaines, quand même, de milliards. Oui, le budget a augmenté, mais où vont cet argent? Où vont ces sommes colossales qu'on est en train aujourd'hui de mettre dans l'éducation? C'est dans les écoles privées. Mais l'État ne finance pas les écoles privées, M. Diarra. L'État ne finance pas les écoles privées. Avec cette année, l'arrivée du ministre Togo dans notre département, cette année, vous avez vu, après l'EDF, pour les orientations, il a mis un frein à tout ce qui s'est passé au sein de ce ministère. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on constatait les années d'avant? C'était quoi? C'était des promoteurs de lycées qui avaient des connexions au sein du ministère. Pour de l'argent, on les envoyait des élèves. Pendant que les établissements publics étaient complètement vides. Il y avait des classes où on ne retrouvait que 5 à 6 candidats dans le public. Pourquoi cela? Parce que leurs enfants, les enfants de ces tenants du pouvoir-là, ne sont pas dans ces écoles publiques-là. Voilà le problème. Quand nous, on était un peu plus jeunes, à notre jeune âge, moi, je fréquentais la même classe que les enfants de Sékouli, de Baba Diarra en son temps. Mais aujourd'hui, vous voulez dire que ces enfants des pauvres-là, on ne rencontre plus ces enfants-là dans les écoles publiques. Quand ma tante dit que par rapport aux conditions des enseignants, certes, des efforts ont été faits, mais quelque part, notre carrière, si nous revenons un peu par rapport au forum en 2008, l'une des recommandations phares du forum, c'était quoi? C'était l'intégration de tous les enseignants dans la seule fonction publique de l'État. Cela n'a pas été jusque-là. Une école qui est gérée par deux fonctions publiques. La fonction publique de l'État et la fonction publique des collectivités. Moi qui suis assis aujourd'hui, par rapport aux carrières, j'ai fait mon test pour être maître principal il y a 3 ans de cela. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mis la main sur cet acte. Voilà des situations comme ça. Quand nous avons rencontré l'artisan même de la décentralisation au Mali, Ousmane Sy, lors de son bref passage au gouvernement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, en son temps, lorsque nous avons créé une sous-direction pour gérer cette fonction publique des collectivités par rapport aux agents, c'était juste une équipe pour gérer 500 personnes. Aujourd'hui, nous avoisinons les 8 000 à 9 000 avec le même personnel. Certes, le gouvernement vient de prendre une communication pour créer la direction nationale de la fonction publique des collectivités, mais jusque-là, ça n'a jamais vu le jour. Si nous parcourons un peu notre préavis de grève, qui vient juste ça s'articulait pratiquement sur toutes les recommandations du Forum national sur l'éducation. Voilà des situations comme ça. On allait justement en venir parce que vous, au niveau de l'éducation de base, vos syndicats, quand même, avaient lancé un mot d'ordre de grève. C'est à la toute dernière minute, certainement, que le mot d'ordre a été donc levé. Ça veut dire que on s'est mis d'accord vous êtes mis d'accord avec l'autorité sur les points? Oui, nous avons été républicains. Nous sommes un syndicat qui a pratiquement le souci des enfants de ce pays. Je vais vous dire, nous avons déposé notre préavis de grève, comme la loi le dit, 2 semaines. Mais c'est à la veille de la grève qu'on nous a appelés. Et les négociations ont commencé à 10 heures, sur 9 points de revendications. Est-ce que vous avez pu vous comprendre au sujet de ces 9 points? On a pu se comprendre parce qu'il faudrait penser à l'avenir de tous ces enfants-là. Voilà, nous nous sommes levés autour de la table de négociation, que des promesses. Nous avons tenu une conférence de presse où un de vos collègues, un journaliste qui dit, mais monsieur les syndicalistes, moi je ne vous comprends pas. L'année dernière, c'était les mêmes points de revendication que vous nous avez remis. Je vois que ces mêmes points-là reviennent.
Mais est-ce que ce gouvernement-là vous prend au sérieux, oui ou non? Voilà des situations comme ça pour dire à Tante que le problème de l'éducation par rapport aux enseignants, ça ne s'arrête pas qu'au salaire. Hein. Il y a les carrières qui sont aujourd'hui piétinées, surtout par la fonction publique des collectivités. Nous allons à présent écouter donc la réaction de Mme Mokumba Yaressi, qui est donc professionnelle de l'éducation. Moi, je sais que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est dommage. Hein il ne faut pas qu'on pense que je suis là pour le compte de l'éducation. Mais on dit ce qui a été, ce qui est. On a connu les contractuels. Le forum a mis fin à la contractualisation. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Des très bas salaires, des mois sans salaire, etc., etc. Ça a existé dans ce pays. Bref. La privatisation de l'école. Là aussi, il faut qu'on se remémore des plans d'ajustement structurel sous Moussa Traoré. Il y a eu les plans d'ajustement structurel. Bon souvenir, mauvais souvenir, madame? On a dégraissé le mammouth. Donc, les enseignants, on les a renvoyés, on leur a donné quelques petits millions. On a fermé les écoles de formation. Et il s'est passé ce qui s'est passé. L'école a commencé à glisser vers ce qu'on sait aujourd'hui. Quand le mouvement démocratique est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la privatisation. La même Banque mondiale a demandé qu'on privatise tout. Et nous avons tout accepté. Ça aussi, il faut le dire. Et je sais que dans l'enseignement secondaire, parce que l'éducation de base, en fait, de privatisation, les gens ne s'y intéressent pas. Or, c'est là où c'est le plus compliqué. Parce que quand déjà, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin d'enfants, on parle de décentralisation. Dans le cadre de la décentralisation, ce sont les collectivités, les mairies et autres qui devaient prendre en charge la petite enfance. Il y a une politique de la petite enfance qui a été concoctée après le forum, mais les gens ne font pas face à leurs responsabilités. Et on a commencé à donner l'argent aux collectivités il y a longtemps, des milliards qu'on a donnés aux collectivités. En ce qui concerne la privatisation, il faudrait... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faudrait qu'on change le paradigme. Parce que, partout, une école privée doit être reconnue d'utilité publique. D'utilité publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait tes preuves, donc l'État vole à ton secours. Si ce n'est pas un business, en tout cas, ça y ressemble. Donc, tu ne peux pas ouvrir ton école et dire à l'État d'achalander tes étagères ou tes tables bancs. Donc, si on a l'enseignement technique, si à l'époque, on s'était soucié de la qualité des enseignements, on se serait inspiré tout simplement de l'enseignement catholique. À l'enseignement catholique, qu'est-ce qui se passe? L'État y envoie des boursiers, même s'ils n'ont pas de bourse maintenant, l'État y envoie des enfants, et l'État forme des professeurs qu'on met à la disposition de l'enseignement catholique. Et maintenant, l'enseignement catholique fonctionne comment? Avec les autres qui viennent d'eux-mêmes. Ils ont choisi l'enseignement catholique, ils payent, et voilà. Donc, après 20 ans, après 25 ans de privatisation, il faudrait qu'on change de paradigme. Parce que les écoles privées, excusez-moi, les écoles privées n'ont pas d'enseignants. Ce sont les mêmes enseignants qui tournent partout. Alors, c'est très grave. Nous allons à présent joindre Abdoul Malé du SYNESIP, le syndicat national de l'éducation supérieure. Alors, M. Malé, au niveau de l'enseignement de base, on dit qu'il y a problème par rapport à la privatisation. Alors, qu'en dites-vous en ce qui concerne l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur? Voilà, tout d'abord, vous avez parlé de financement de l'éducation par le gouvernement. Tout à fait. J'aimerais réagir à ce niveau. Allez-y. Si ça apporte des solutions. Allez-y. Nous pensons qu'il y a des problèmes. Peut-être que ce
financement se fait, mais nous, on ne sait pas. Nous avons mis un désaccord sur le troisième point du travail des grèves du SNESUP par manque de crédit. Il s'agit du point relatif à l'intégration des contractuels, des travailleurs contractuels à la fonction publique. Monsieur, ce point est un point d'accord du protocole d'accord du 27 janvier 2014 que le gouvernement a signé avec le SNESUP. Il s'agit du point 4 de ce protocole d'accord. Il appartenait au SNESUP dans ce protocole d'accord de fournir les dossiers des contractuels des enseignants, des travailleurs de l'enseignement supérieur de la Chine. C'est ce que nous avons fait dans le dernier espace. Maintenant, quand le ministre Montratar est arrivé, ce point, la première rencontre, c'était le point le mieux traité. Mais aujourd'hui, c'est le dernier point. C'est le point qui bloque. Et il oppose à cela un manque de crédit. Quand le gouvernement tient le protocole d'accord, il y avait du crédit. Où est-ce que Montratar a amené l'argent? Il s'est amusé le dimanche passé à organiser un concours, voilà, c'est-à-dire une mascarade de concours. Et dans ce concours, il demande 200 assistants docteurs. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ces concours? Voilà, il demande 200 assistants docteurs et 146 assistants détenteurs de DA et de master. Messieurs, quand on fait un communiqué comme ça, avec la demande de 200 docteurs, honnêtement, ça confirme que ce ministre ne connaît rien de l'enseignement supérieur et qu'il est en train de torpiller notre protocole. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement lorsque vous parlez de ce concours? Est-ce que 200 docteurs aujourd'hui, c'est pour dire que vous n'êtes pas en train de recruter? Où est-ce que vous allez prendre les 200, le monde va prendre les 200 docteurs aujourd'hui? S'il a 20 docteurs, c'est que c'est déjà bon. Et le reste, c'est quoi? Moutaka est en train de casser l'enseignement supérieur. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il est en train de piétiner le protocole d'accord. En tant qu'homme de droit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. L'État est une continuité. Quand il est venu après le ministre Diko a signé le protocole avec nous. Mais l'État est une continuité. Ce n'est pas à moi, agronome, normalement, à lui rappeler cela. Il est frustré, il doit le savoir. Donc, je vais vous dire que Moustaka est en train de piétiner le protocole d'accord du 27 janvier 2014. Pour cette raison que le SNESUP fondamentalement en grève. Parce que les 5 points de désaccord nous amènent en grève. Quand on a fait les négociations, sur les 13 points, il y a 5 points de désaccord. 3 points d'accord et 5 points accord partiel. C'est à cause de ces 5 points fondamentaux de désaccord, y compris le financement du recrutement du personnel déjà européen à l'enseignement supérieur de la recherche, que Moutaka a détourné l'argent pour faire un recrutement à son propre ressort. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais c'est des accusations graves, monsieur. Est-ce que vous en avez les preuves? Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci, monsieur. Alors, nous allons quand même observer une pause puisqu'il est 18h45 dans quelques 20 minutes. La suite de ce débat, c'est dans un instant donc. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que le sujet du jour, c'est l'éducation au Mali, des défis à relever. Et nos invités sont 3. Abdoulou Malé, qui représente donc le SNESUP, il est au téléphone. Alassane Kader Diarra, il est du SINEB, le syndicat national de l'éducation de base. Et Koumba Yaressi, qui est professionnel de l'éducation. Alors, on le voit, beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement au Mali. Des problèmes aussi par rapport quand même au niveau côté étudiant, côté professeur. Je crois que l'enseignement au Mali à un niveau on ne peut plus faible, n'est-ce pas, Alassane Kader Diarra? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Par rapport au niveau de l'enseignement au Mali, le niveau de l'enseignement, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ceci, là, ça doit être un ensemble. Le niveau ne peut pas se relever aujourd'hui en piétinant en quelque sorte les enseignants dans leur carrière propre. Parce que les enseignants, nous sommes des acteurs incontournables de ce système. Donc, il faudrait que
l'État pense à mettre en place une synergie d'action par rapport aux réformes, aux carrières des enseignants et le manuel enseigné dans les classes. Aujourd'hui, je peux dire que l'enseignement au primaire aujourd'hui, c'est à double vitesse. C'est-à-dire? C'est le curriculum, les langues nationales, dans les écoles publiques et dans les écoles privées. C'est fait qui veut. C'est le syllabaire. D'où tout ce ruée là sur ces écoles privées. Pendant que on est en train d'imposer l'enseignement par les langues nationales dans les écoles publiques. Et cet enseignement-là, il se fait comment? C'est-à-dire, ceux qui sont même chargés de la formation des enseignants, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas cette réforme-là. L'enseignement par les langues nationales. On l'impose aux enseignants. Ils font ce qu'ils peuvent dans les classes. Voilà, des situations comme ça. Le niveau ne peut pas se relever. Ça doit être une situation d'ensemble par rapport au manuel enseigné. Là, c'est-à-dire les réformes, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il ne faut pas aller comme ça avoir les partenaires parce que les partenaires veulent qu'il faut faire ça, qu'il faut tout emporter. Pratiquement, nous sommes devenus des cobayes des systèmes en Europe. De la nef au curriculum, je ne sais pas, la pédagogie convergente dans les classes. Chaque fois, c'est les méthodes qui changent et ceux qui sont chargés d'enseigner ces méthodes-là en classe ne les maîtrisent pas. Je vais un peu répondre ma tante, même si elle dit qu'elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas là en tant qu'enseignante. Je lui dis que la contractualisation n'est pas finie dans les écoles. Renseignez-vous un peu sur la fonction publique des collectivités. Nous avons aujourd'hui... Non. Ce n'est pas des contractuels. Non. C'est des fonctionnaires des collectivités. Non. Ça n'a rien à voir avec les contractuels. Qui ne sont pas encore intégrés dans la fonction publique. Ça, c'est un autre débat. Et moi, je ne peux pas répondre de ça. Je ne représente pas le ministère. Intégrés dans la fonction publique des collectivités. Non, je crois qu'on va... dont les carrières sont confiées aux mairies. Les avancements sont confiés aux mairies. Les mairies ne savent même pas comment se fait tout ce travail. Ça, c'est un autre débat. Voilà, la contractualisation n'est pas encore finie. Ça, ce n'est pas la contractualisation. Ça, c'est le fonctionnariat des collectivités. Fonctionnaires et contractuels, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Non, ils sont payés par l'État, mais leur carrière, c'est la contractualisation. C'est pas la paye. Bon. Alors, nous allons quand même à présent écouter votre réaction, Madame Okomba Yeressi, en ce qui concerne le niveau des enseignants, le niveau des étudiants, le niveau des élèves. À tous les niveaux, c'est bas. Toujours la Banque mondiale. À l'avènement du mouvement démocratique, ils ont dit non, il faut éduquer les enfants. Ça suppose quoi? Les enfants doivent savoir lire, écrire et parler la langue. Il faut éduquer les enfants, donc l'éducation de base. Quand vous prenez le budget de l'éducation, c'est pratiquement à 35%. Je ne sais pas aujourd'hui si ça a augmenté, mais en tout cas, ça frôlait les 35%. Mais la part de l'enseignement supérieur est minime. Il faut qu'on revoie la clé de répartition. Si on est incapable de revoir la clé de répartition parce que les PTF ne veulent pas qu'on en parle, il faudrait que notre pays fasse preuve d'imagination et qu'on trouve l'argent nécessaire pour régler ce qui est essentiel. En ce qui concerne les formations, c'est quand même dommage. Moi-même, j'ai enseigné ailleurs. La formation continue fait partie des tâches pédagogiques dans les autres pays. Mais ici, il paraît que quand on met les gens en formation continue, on doit les payer. Il y a ça aussi. Bon, je ne sais pas, tout ça, ce sont les PTF qui amènent tout ça pour saboter. Finalement, je pèse bien mes mots. Donc, il faut la formation initiale, elle doit être robuste et on doit également mettre un accent, vraiment un accent sur la formation continue. Parce que même les directeurs, les proviseurs sont syndiqués.
au Mali. Alors qu'ils représentent le pouvoir. Ils représentent le ministère. Mais on retrouve leurs revendications dans le cahier de revendications des syndicats. Donc, il faudrait qu'on montre à chacun, qu'on mette tout le monde face à ses responsabilités. Parce que qui en pâtit, ce sont nos enfants. Mais les enfants qui partent, le Mali est l'un des rares pays où ceux qui ont profité des régimes, des différents régimes, ou ceux qui sont proches des différents régimes, envoient leurs enfants comme pour les soustraire de la misère. Ce sont nos enfants qui sont là. Et ça a commencé avec vous, mais ça continue. Aucun d'entre eux ne reste au pays pour étudier? Moi, je n'en connais pas. J'ai plein de promotionnaires, mais je ne vois pas leurs enfants. Il faudrait que ces enfants-là viennent, ceux qui ont réussi du moins, qu'ils viennent se frotter aux réalités, parce que nous, on est au soir de notre vie. Qui va prendre la relève? Tout le monde est vieux. Ce sont les vieux qui sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils ont eu de très bonnes formations. Il faudrait qu'ils viennent pour pouvoir tirer les autres. Nous avons Abdoul Malé du CINESUP qui est donc en ligne. Monsieur Malé, dites-nous, que faut-il faire pour quand même essayer au moins de relever le niveau de l'enseignement au Mali? Merci, monsieur. La question du niveau de l'éducation, je pense que pour résoudre ce problème, il faut revoir le système. Deuxièmement, accompagner les multiples formes d'éducation. Dans l'éducation, pas de mesures d'accompagnement. Troisième chose, renforcer les capacités des formateurs, c'est-à-dire programmer régulièrement les enseignants à la formation continue. Au niveau de l'enseignement supérieur, notre syndicat a revendiqué un fonds de formation des formateurs pour cela à hauteur de 16 milliards de francs CFA en 2008. Il est en cours d'exécution, mais cela est insuffisant. 400 millions de francs CFA pour les grandes écoles. Les 16 milliards sont partis dans ce sens, sont programmés dans ce sens pour les universités. 400 millions en 2010, nous l'avons eu pour les grandes écoles. Et malheureusement, cette année, ces 400 millions étaient prévus pour alimenter le fonds appelé études et recherche. Malheureusement, cette année, le gouvernement a drastiquement réduit ces fonds, alors qu'il se trouve que des camarades doctorants sont programmés sur ces fonds. Donc, chaque grande école est dotée de 30 millions de francs CFA. Le gouvernement l'a proposé jusqu'à 5 millions de francs CFA. Et où allons-nous? On va avoir un enseignement de qualité sans former les formateurs. Là, il y a un problème, monsieur. Merci. Alors, nous allons donc retourner dans ce studio. On va essayer de faire un dernier tour de table. Beaucoup de problèmes, mais cette question, quels sont selon vous les grands défis que l'école malienne doit prioritairement relever? Je pose la question à Alassane Kader Diarra du CINEP. Les grands défis auxquels le gouvernement doit s'atteler pour pouvoir relever le niveau de l'enseignement au Mali, c'est d'abord la formation. M. Malé a tout de suite à le dire. C'est la formation des formateurs. Quand les formateurs sont bien formés, ça veut dire que le fait on va le ressentir dans les classes. Le fait, on va le ressentir dans les classes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est des gens qui quittent les ministères, qui vont en formation dans les pays, en Europe et dans d'autres pays. Mais quand ils reviennent, ce n'est pas ceux-ci-là qui vont aller former les enseignants, non. On appelle quelques sous-formateurs, si je ne m'abuse. Hein? On fait la restitution. Et c'est à eux d'aller former ceux-là qui sont chargés d'enseigner les méthodes apprises. Voilà le premier défi qu'il faut relever. Le deuxième, je vais le dire, je n'ai pas honte de le dire, l'enseignement au Mali ne peut pas se gérer avec des fonctions publiques.
cette fonction publique des collectivités, nous la récusons totalement. Ça ne peut pas se faire, vraiment. Alors, madame, bon, dites-nous les défis au nombre de défis, la COP 21 vient de se tenir. Les métiers verts, c'est peut-être une opportunité, même pour ceux qu'on peut alphabétiser. Parce que quand on parle éducation, on a tendance à penser simplement à l'éducation formelle. Il y a aussi le non formel, ce sont des Maliens. Et puis tous ces enfants qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, tous ceux qui traînent avec le terrorisme qui étreint le monde entier aujourd'hui, il faudrait que le ministère de l'Éducation, un ministère de l'enseignement technique et professionnel, s'il le faut, et le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur se donnent la main pour récupérer aussi ces enfants-là. Parce que demain, ce seront d'autres terroristes. Et ça va se compliquer. Donc les défis se complexifient. Il faut de l'argent, toujours de l'argent. On doit faire appel à la diaspora. Parce que la Banque africaine de développement a fait une étude et a montré que l'argent que la diaspora envoie, c'est l'équivalent de l'aide publique au développement. On fait tout ce que ces PTF veulent et on ne fait rien pour attirer un Seydou Keïta. Il est milliardaire. Pourquoi ne pas rassembler tous les grands sportifs et leur donner la possibilité de former nos enfants et d'en faire des gens bien? Alors, Abdoulo Malé du CNESIP qui est donc en ligne avec vous, nous allons donc terminer. Selon vous, par quel défi faudra-t-il commencer pour faire avancer l'école malienne? Merci, monsieur. Les grands défis que le gouvernement doit relever par ce moment-ci, pour le développement de l'école malienne, je les résume en ces points. Premièrement, le gouvernement doit mettre les enseignants dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions de travail, de vie et de travail. Cela veut dire un salaire décent et l'équipement des enseignants. Deuxièmement, un salaire décent et l'équipement. Ça veut dire mettre à disposition des enseignants des bureaux bien équipés et connectés à l'Internet. Deuxième chose, il s'agit de mettre en place ou bien renforcer les fonds de formation des formateurs pour assurer la formation continue des formateurs et des chercheurs. Troisième chose, il s'agit de bien financer la recherche. Voilà, vous avez juste une vingtaine de secondes, allez-y. De financer la recherche scientifique. Le troisième défi. Quatrième défi que je vais dire, les contractuels que nous avons sous les mains, il faut les réputer pour un meilleur service. Merci, monsieur. Alors, je vous remercie, Abdoulo Malé du CNESIP. Merci pour votre disponibilité, vous qui étiez donc au téléphone. Dans ce studio, nous avions Alassane Kader Diarra. Il est donc du SNEP, du Syndicat national de l'éducation de base. Merci beaucoup à Madame Koumba Yaressi, professionnelle de l'éducation, pour sa contribution. Alors, réalisation, nous avons Ousmane Djadje Touré, mise en onde Salim Douara, et régie vidéo Mamadou Ouattara, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.